Irania's international rally, Stop Racism and Police Violence. The working class and the oppressed should not pay for the coronavirus crisis. We support the struggles of the youth, Black and brown people, and the working class who are fighting and suffering the worst consequences of the pandemic. Meeting international, stop au racisme et aux violences policières. Nous soutenons la lutte de la jeunesse, de la classe ouvrière et de tous les opprimés, car ce sont ceux qui combattent et vivent les pires conséquences de la crise sanitaire. Ato internacional simultâneo. Basta de racismo e violência policial. Que a classe trabalhadora e os oprimidos não paguemos a crise do coronavírus. Apoiamos as lutas da juventude, da classe trabalhadora e de todos os oprimidos, que estamos combatendo e sofrendo as piores consequências do coronavírus. Zeitgleiche internationale Veranstaltung. Schluss mit Rassismus und Polizeigewalt. Die Arbeiterinnenklasse und die Unterdrückten sollen nicht die Krise des Coronavirus zahlen. Wir unterstützen die Kämpfe der Jugend, der Arbeiterinnenklasse und aller Unterdrückten, die die schlimmsten Folgen des Coronavirus erleiden und gegen sie kämpfen. Atto internazionale in diretta. Basta con il razzismo e la violenza della polizia. Basta far pagare la classe lavoratrice e gli oppressi per la crisi del coronavirus. Sosteniamo le lotte dei giovani, della classe operaia e di tutti gli oppressi che combattono e subiscono le peggiori conseguenze del coronavirus. Acto internacional simultáneo. Basta de racismo y violencia policial. Que la clase trabajadora y los oprimidos no paguemos la crisis del coronavirus. Apoyamos las luchas de la juventud, la clase trabajadora y de todos los oprimidos que estamos combatiendo y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bonjour, Nicolas. bienvenue à tous et à toutes. Nicolas. Myriam, comment vas-tu? Aux autres, on leur dit bonjour ou bonsoir, car ils nous regardent depuis d'autres latitudes. Depuis les studios de la Izquierda Diario en Argentine, nous vous souhaitons la bienvenue à ce meeting international. Cet événement est transmis en simultané dans différents pays. Il est également traduit en anglais, français, espagnol, portugais, italien et allemand. Et vous pouvez le suivre depuis les différentes pages de nos journaux via YouTube, Facebook, dans les différentes langues dans lesquelles il est traduit. Très bien, Nicolas. Nous saluons ceux qui, en ce moment, participent à ce meeting international et nous regardent depuis les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, le Chili, la Bolivie, l'Uruguay et l'Argentine. En Europe, la France, le Royaume-Uni, l'État espagnol, l'Allemagne, l'Italie et plusieurs autres pays. D'autres vont également nous voir en différé, Myriam, car à cette heure-ci, il est déjà très tard chez eux, mais les camarades de Corée du Sud et d'autres pays d'Asie nous verront également. Nous nous joignons à la vague de contestation du racisme sous toutes ces formes qui déferlent sur le monde. Des camarades s'exprimeront depuis les États-Unis où le cri de Black Lives Matter, les vies de Noirs comptent, a parcouru 2500 villes et villages, donnant lieu à ce que l'on considère comme la plus grande vague de mobilisation dans l'histoire du pays. Des millions de personnes ont pris la rue dans le cœur du capitalisme, là-bas aux États-Unis. Nous entendrons également la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil, des pays qui ont été secoués par d'énormes manifestations. Ici en Argentine, depuis le front de l'extrême gauche et des travailleurs que nous avons intégrés avec le Parti ouvrier, la Izquierda Socialista et le MST, et nous, le PTS, nous faisons partie de ce mouvement qui secoue le tour de la planète. Depuis l'époque de la Conquista, sur notre continent, nous avons vécu le génocide et l'asservissement systématique des peuples indigènes, en même temps que l'esclavage des Noirs, qui fut ramené de force depuis l'Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons comment partout dans le monde, on dénonce chaque fois de plus en plus fort ce lien inséparable qui unit le racisme et le capitalisme, et également le développement de l'impérialisme. Le racisme, impulsé par les classes dominantes, se poursuit jusqu'à ce jour. Dans notre pays, nous luttons contre la discrimination dont sont victimes les migrants sénégalais, boliviens, péruviens, paraguayens et bien d'autres, ainsi que contre la tradition réactionnaire qui consiste à traiter de têtes noires ceux qui viennent de l'intérieur ou font partie de communautés indigènes. Cet événement a également comme axe le rejet des violences de la police et des forces de répression de l'État. Je ne peux plus respirer. Ce cri qui a parcouru le monde, en référence à George Floyd, mort sous le genou du policier Derek Chauvin, s'est diffusé dans de très nombreux pays. Et en France, Nicolas, par exemple, il y a le cas d'Adama Traoré qui a aussi été le cri, et je veux respirer, ça a aussi été le cri désespéré de Walter Nadal avant qu'il ne soit tué par la police à Tucumán, ici en Argentine, une province gouvernée par le même péronisme qu'Alberto Fernandez. Et la police est impliquée chaque jour dans de nombreux crimes, comme la récente disparition et le meurtre de Luis Espinosa, que nous avons dénoncé depuis le FIT, Nicolas. Ce que nous appelons ici la gâchette facile des policiers continue de coûter la vie de jeunes à Buenos Aires et dans d'autres villes du pays. Et ce n'est pas un hasard. Le gouvernement national, les gouvernements provinciaux, qu'ils soient dirigés par le pouvoir en place ou par l'opposition de droite, ont la responsabilité de renforcer les forces de sécurité dans leur ensemble. C'est pour cela que nous demandons également à voir Facundo Castro en vie, alors que l'on suspecte que la police de Buenos Aires l'a fait disparaître. Le coronavirus qui a affecté la planète entière impacte particulièrement la zone métropolitaine d'où nous transmettons ici l'émission, c'est-à-dire à Buenos Aires, et les cas sont de plus en plus nombreux et touchent surtout les pauvres, les travailleurs dits de la première ligne,
la santé, les transports, les usines et les commerces. Mais cette situation des travailleurs ne ressort pas beaucoup dans les médias, alors que les aides étatiques sont vraiment insuffisantes. Le gouvernement est en train de renégocier la dette externe illégitime que nous avons tant dénoncée avec les créanciers, tout en leur offrant, en signe de bonne volonté, les attaques contre les retraités. C'est pourquoi ce meeting est également appelé pour dire que la crise économique très dure qui se développe avec toujours plus de faim, de pauvreté, de licenciements, de chômage, de baisse de salaire, de précarité de l'emploi doit être payée par les banques, les grandes entreprises, les capitalistes et non par les travailleurs. Nous devons nous affronter et réduire les mécanismes de la dette qui nous soumettent à l'impérialisme et au capital financier. Pour finir, nous souhaitons réaffirmer dans cet événement que nous refusons la nouvelle offensive de Trump et de l'État d'Israël contre le peuple palestinien avec son plan d'annexion de la Cisjordanie. Eh bien, très bien, lançons les interventions. Pour commencer de France, voici Anas Kazib, qui est cheminot à Paris, militant du courant communiste révolutionnaire au sein du NPA. Il est également chroniqueur, journaliste pour le journal Révolution Permanente et nous allons l'écouter. Allons-y. Chers camarades, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anna, je suis cheminot dans la région de Paris-Nord et je fais partie d'une génération d'ouvriers issus de l'immigration et des quartiers populaires en France. Toute ma famille vient du Maroc. Mon grand-père était un de ces soldats qui ont servi comme chair à canon pour les intérêts de la France dans ces guerres impérialistes. Mon père était cheminot aussi, de ceux qu'on appelait les Chibani et qui, parce qu'il était étranger, ont toujours été traités comme des travailleurs un peu de seconde zone avec des droits et des conditions de travail et de salaire inférieurs à ceux des cheminots français. J'ai grandi en banlieue parisienne. Le racisme et les violences policières, je les connais depuis que je suis jeune. Je me souviens par exemple à l'âge de 13 ans, comment les policiers nous avaient traités à la sortie du collège en fouillant nos sacs à dos et nous mettant tous contre le mur sans raison, sinon celle d'humilier les jeunes des quartiers populaires dès le plus jeune âge. J'ai également été frappé comme de nombreuses familles, de notre classe notamment, par le Covid-19 qui a emporté un de mes proches. C'est pourquoi la rébellion contre le racisme et les violences policières aux États-Unis sous fond de pandémie et crise sanitaire à échelle mondiale a été pour moi une véritable bouffée d'air frais. Mais bien plus que cela, elle a opéré un changement de l'état d'esprit des millions de travailleuses et de travailleurs et de jeunes aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. En France, nous venons de vivre une séquence politique particulière. En effet, cette année a été rythmée par une lutte intense contre la réforme des retraites, portée par le secteur des transports durant 60 jours et un retour à des formes d'auto-organisation que nous n'avions pas connues depuis de nombreuses années. Cette séquence a été elle-même suivie en France, mais également à l'échelle internationale, par une crise sanitaire historique qui, au-delà des problématiques sanitaires et l'explosion du taux de mortalité dans les quartiers populaires, a su révéler de manière importante les inégalités sociales et raciales que l'on pourrait qualifier également de renforcement des antagonismes de classe, entre une bourgeoisie confinée et une large partie de la classe ouvrière et la jeunesse précaire en première ligne. Le rôle central du prolétariat n'a jamais été aussi visible à large échelle. La bourgeoisie n'a pu invisibiliser les héros de la classe ouvrière comme ses agents du nettoyage, les caissières, les livreurs et encore plus les travailleurs de la santé ou des services publics. Nous avons pu voir au démarrage du confinement dans différents secteurs, plutôt en retrait dans les dernières séquences de lutte de classe, des phénomènes de débrayage collectif pour exiger l'arrêt de la production non essentielle. Alors que la crise économique s'intensifie en France et que nous avons connu plus de 500 000 chômeurs de plus durant le premier trimestre et une succession d'annonces de plans de licenciement massifs dans de grandes entreprises, ce n'est pas encore sur le terrain du mouvement ouvrier dit organisé que nous avons connu les premières véritables explosions. Cette explosion nous est venue des USA suite à la mort de George Floyd qui a suscité de la colère partout dans le monde, avec une intensité importante et en France avec en particulier l'émergence d'une génération combinant jeunesse racisée des quartiers populaires et jeunesse des grandes villes révoltée contre les violences policières et le racisme d'État. Pendant des semaines, nous avons assisté à des membres du gouvernement et des journalistes au service des classes dominantes nous expliquer que ce qui se passe aux États-Unis n'a rien à voir avec la situation
en France et que ce serait une honte de faire la comparaison avec le pays des droits de l'homme. Ils oublient volontairement une partie du passé de la France, celle des massacres commises dans ces anciennes colonies de Saint-Domingue à l'Algérie et qui ont donné un tel savoir-faire en termes de répression à la France qu'elle a pu en exporter à d'autres pays, notamment en Amérique latine, ainsi que les utiliser dans ses propres quartiers populaires. Ce n'est donc pas pour rien que le slogan Black Lives Matter a trouvé aussi vite un écho dans le combat pour justice et vérité pour Adama Traoré, le comité porté par Assa Traoré, la sœur d'Adama, entrée au rang d'égérie de l'antiracisme en France, mais également reconnue dans d'autres pays, jusqu'à être récompensée récemment au BET Awards, a réuni ici des dizaines de milliers de personnes pour dénoncer les violences policières et le racisme d'État, ainsi que le lien étroit entre la mort de son frère et celle de George Floyd, mort asphyxié par la police. Depuis 40 ans, nous n'avions connu de phénomène aussi important. La question antiraciste, et c'est même la première fois qu'un collectif totalement indépendant du régime et de l'État arrive à rassembler autant, notamment avec des alliances nouvelles construites depuis 4 ans. Pour donner une illustration, il faut voir par exemple que la prochaine marche commémorative pour Adama Traoré le 18 juillet prochain se fait avec des organisations de jeunesse pour le climat et celle de 2019 aux côtés des Gilets jaunes. Nous-mêmes avons depuis 4 ans développé des liens solides et de confiance à leur côté, notamment avec une démonstration commune en 2018 en appelant conjointement à ce que la classe ouvrière et les quartiers populaires se joignent au mouvement des Gilets jaunes dès le départ autour de ce qui a été connu comme le pôle Saint-Lazare. Pour l'heure, si les mots d'ordre de dissolution de l'institution policière ne sont pas encore posés comme nous pouvons le voir aux États-Unis, il n'en demeure pas moins que la dernière séquence de répression importante contre les Gilets jaunes ou encore contre les travailleurs des transports publics, dont beaucoup sont aussi racisés et issus des quartiers populaires, a permis que le curseur aujourd'hui en France soit beaucoup plus nettement à gauche, posant ces questions-là au sens du système institutionnel et non pas, comme dans le passé, comme s'il s'agissait de bavure ou du racisme individualisé. La crise organique ici s'intensifie et l'institution policière comme le gouvernement Macron font face à un niveau de défiance de plus en plus important par en bas. Les dernières élections municipales par exemple l'ont encore confirmé avec une défaite rarement vue pour un parti au pouvoir qui témoigne de la détestation que son gouvernement inspire dans les classes populaires et de la difficulté qu'il aura à faire face aux prochains affrontements de lutte de classe. Mais il ne faudrait pas que la crise du macronisme finisse par profiter à des projets réactionnaires comme celui de Marine Le Pen et du Rassemblement national et à un autre niveau à l'alternative que cherchent à construire les vieux partis de la gauche institutionnelle comme Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste sur la base de leur bon score au municipal ne pourra amener qu'à de nouvelles déceptions de la classe ouvrière, des travailleuses et des travailleurs. C'est en ce sens que depuis Révolution Permanente, nous nous battons pour que le NPA, qui vient d'élire un de ses principaux porte-parole ouvriers, Philippe Poutou, au conseil municipal de Bordeaux, devienne un outil pour la construction d'un véritable parti révolutionnaire de combat en France intégrant diverses traditions de l'extrême gauche, ainsi qu'une partie de l'avant-garde qui a émergé dans la lutte des classes qui traverse le pays depuis 2016. Le rôle des révolutionnaires dans la période va être de poser plus que jamais l'urgence d'arracher le pouvoir des mains de la bourgeoisie pour une transformation sociale afin d'en finir avec le capitalisme, le racisme et le patriarcat. Mais pour cela, il va nous falloir d'une part lutter contre les politiques capitalistes qui cherchent à opposer les prolétaires des différents pays en faisant de l'immigré ou de l'ouvrier du pays de voisin le bouc émissaire de la misère dont les capitalistes eux-mêmes sont les seuls responsables. Mais il nous faut également lutter contre les politiques des directions syndicales bureaucratiques qui divisent les luttes, isolant les travailleurs dans du corporatisme et dans une lutte purement économiciste. Nous devons lutter pour l'émancipation de tous les travailleurs et de l'humanité contre le racisme, l'oppression et l'exploitation. C'est pourquoi nous nous battons pour que les organisations du mouvement ouvrier, à commencer par nos propres syndicats, prennent à bras-le-corps la lutte contre le racisme systémique et les violences policières. Il n'y a que comme cela qu'on pourra construire des alliances entre la jeunesse et les travailleurs souvent précaires, des quartiers populaires et les travailleurs des grandes concentrations ouvrières pour arracher le pouvoir des mains des capitalistes et poser les bases d'une nouvelle société sans exploitation ni oppression. C'est donc dans l'unité de notre classe, dans chaque pays comme au niveau international, qu'il nous faut lutter. Nous avons vu à quel point les frontières imposées par la bourgeoisie ne sont pas celles de la lutte de classe. Nous venons d'avoir l'exemple avec la situation aux USA, avec la mort de George Floyd, mais nous l'avons vu récemment aussi, comment le mouvement des Gilets jaunes en France a ouvert la voie à une nouvelle vague de lutte au Chili, en Équateur, au Liban ou encore en Algérie. Ce meeting internationaliste
fait écho à cette réalité d'une lutte de classe de plus en plus internationale et pose la nécessité de construire une organisation mondiale révolutionnaire portant un programme offensif pour défendre la survie de notre classe et pour définir à terme, comme dirait Trotsky, qui doit être le maître de la maison. Et arracher le pouvoir à cette poignée de parasites qui, lorsqu'ils n'exploitent pas les prolétaires, les laissent mourir durant les épidémies, comme dans les guerres ou les catastrophes climatiques causées par eux-mêmes pour leurs propres intérêts. La prochaine période va être marquée par une crise économique d'ampleur, combinée à une crise sanitaire toujours présente, ainsi qu'aux expériences de la lutte des classes récentes encore bien fraîches dans la mémoire collective de notre classe. Nous ne doutons pas de l'intensité qu'aura la lutte des classes en France et aussi à échelle internationale dans la prochaine période. C'est donc stratégiquement et politiquement que nous devons nous préparer, pas juste à lutter pour lutter, mais surtout pour arracher des victoires qui préparent le renversement de la bourgeoisie à l'échelle mondiale. C'est à cette tâche passionnante et même indispensable pour notre survie que nous vous invitons à participer et au nom de Révolution Permanente, nous souhaitons adresser nos salutations révolutionnaires à l'ensemble des téléspectateurs, si je puis dire, de ce meeting international de la fraction trotskiste 4e internationale. Super, merci beaucoup Anas. Très intéressant ce qu'a raconté notre camarade en France. Maintenant Myriam, nous allons écouter les salutations depuis Londres de notre correspondante au Royaume-Uni. Nous allons écouter Alejandra Ríos. Allons-y. Bonjour camarades, je m'appelle Alejandra. Je suis professeure d'université et militante. J'apporte mes salutations à ce meeting international. Nous vivons une période exceptionnelle dans laquelle le meurtre policier de George Floyd a déclenché des protestations mondiales contre le racisme et semble conduire à un changement culturel dans la société mené par les jeunes générations. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les villes du Royaume-Uni sous la bannière de Black Lives Matter, appelant à la fin du racisme et de la brutalité policière, mais aussi situant les racines du racisme contemporain dans le colonialisme et l'impérialisme, en particulier celui de l'Empire britannique. Le tournant décisif a eu lieu dans la ville de Bristol le 7 juin dernier, lorsque les manifestants ont abattu la statue du marchand d'esclaves Edward Colston. Les scènes emblématiques des manifestants jetant la statue sur le même quai que celui d'où les négriers avaient pris la mer ont donné une énorme impulsion à la lutte dans cette ville. Et après cette semaine, les manifestants descendent toujours dans la rue. Samedi dernier, des milliers de personnes ont défilé dans Londres et une autre manifestation a lieu aujourd'hui. Les travailleurs noirs et les minorités racisées sont les plus touchés par la pandémie du Covid-19 parce qu'ils constituent une grande partie des travailleurs dans les professions de la santé et des soins. Ils sont également surreprésentés dans les secteurs du transport et de la livraison et occupent souvent des emplois très mal payés et où la distanciation sociale n'est pas possible. Par exemple, on a pu constater des pics d'infection parmi les travailleurs en grande partie immigrés dans une usine de transformation de la viande du Pays de Galles et dans les ateliers clandestins de confection de la ville de Leicester, où la plupart des travailleurs sont originaires de l'État indien du Gujarat. Un tel racisme structurel nécessite une transformation politique de la société. Pour l'éradiquer, et il faudra plus que le déboulonnement des statuts pour y parvenir. Les milliers de jeunes militants qui ont rejeté la campagne xénophobe du Brexit et porté des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Les réfugiés sont les bienvenus ici » rejoignent aujourd'hui les rangs de Black Lives Matter. Camarades, le chemin est encore long, mais un bon départ a déjà été pris. Se débarrasser du racisme signifie se battre pour renverser ce système d'exploitation décadent. Bonne chance à vous tous, où que vous vous battiez.
Bien, Nicolas, de Londres, on va maintenant à Berlin, en Allemagne, où on sera accueilli par Yunus, un camarade turc qui étudie et travaille à l'université, membre du groupe Rio et du journal en ligne Clase contra Clase. Chers camarades, je m'appelle Yunus Özgür. Je vous transmets mes salutations internationalistes depuis le cœur de l'impérialisme allemand. C'est pour moi un grand honneur de faire partie de cet événement qui rassemble des révolutionnaires socialistes du monde entier. Les capitalistes veulent faire payer la crise de la pandémie du virus corona aux exploités et aux opprimés. Ce sont particulièrement les femmes et les migrants qui assument les coûts de la crise. Nous sommes les premiers à nous faire licencier. Nous sommes les premiers à travailler dans les secteurs essentiels, dans de mauvaises conditions d'hygiène, et qui mettons nos vies et notre santé en danger pour les profits des capitalistes. L'exemple de Tönnies est particulièrement flagrant. Cette entreprise, qui est un leader européen de production et de transformation de la viande, propriété du milliardaire raciste Clemens Tönnies. Dans ses abattoirs, plus de 1500 salariés ont attrapé le Covid-19. La majorité d'entre eux sont des travailleurs détachés roumains ou bulgares. Et alors que Tönnies les oblige à travailler toute la journée alors qu'ils sont malades, le gouvernement et les médias bourgeois attisent la haine raciale en les accusant même d'avoir importé le virus. Les capitalistes utilisent des divisions racistes et sexistes pour maximiser leurs profits. Et la bureaucratie syndicale agit en complice. Elle refuse d'organiser les secteurs précaires, au lieu de formuler en commun avec la classe ouvrière un plan de bataille pour faire payer la crise au capitalisme. En Allemagne aussi, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en répondant au slogan Black Lives Matter pour manifester contre le racisme et les violences policières. Ces derniers mois, nous avons été confrontés à toujours plus d'attentats racistes comme à Hanau et à des scandales récurrents révélant des réseaux d'extrême droite dans la police, les services secrets et l'armée. Il est important que les syndicats mobilisent sur ces questions. Pourtant, ils préfèrent soutenir les syndicats de policiers qui sont présents dans nos confédérations. À ce sujet, nous avons un message clair à leur adresser. Les policiers n'ont rien à faire dans nos syndicats et nos organisations. La politique migratoire raciste du gouvernement allemand et des États impérialistes d'Europe provoque la mort d'innombrables migrants en Méditerranée et aux frontières de l'Europe. La pandémie du Covid-19 a encore dégradé les conditions de vie des migrants dans les camps de rétention. Merkel, à la tête de l'impérialisme allemand, veut sauver l'Union européenne comme garante des profits de l'hégémonie de la bourgeoisie, grâce à la soumission des pays du Sud et de l'Est de l'Europe. Pour nous, ni l'Europe du capital, ni la résurrection utopique des États-nations ne représentent un espoir pour la jeunesse, les migrants ou les femmes. Seule une perspective anticapitaliste, anti-impérialiste et internationaliste de la classe ouvrière, indépendante de toute fraction de la bourgeoisie et de bureaucratie réformiste, est possible pour sortir de la crise. C'est pourquoi nous nous battons pour la perspective proposée par les plus grands révolutionnaires de l'histoire, comme Léon Trotsky. La construction d'une organisation révolutionnaire à l'échelle nationale et internationale dans la perspective des États-Unis socialistes d'Europe. C'est pour nous une raison supplémentaire pour se battre pour la reconstruction de la 4e internationale. Vive la solidarité internationale. Eh bien Nicolas, de l'Europe, nous allons maintenant en Amérique latine et au Brésil. C'est ça Myriam. Nous allons du côté du géant sud-américain et nous commençons avec Leticia Parks. Elle est professeure, journaliste de Esquerda Diario, militante du MRT et du collectif noir Quilombo Vermelho. Avec elle, Marcelo Pablito Santos est l'auteur du livre Révolution et Libération Noire sur l'histoire de la lutte des Noirs au Brésil. Écoutons Leticia. Boa tarde, companheiras e companheiros. Os maiores protestos de massas na história dos Estados Unidos... Bonsoir les camarades.
Les plus grandes manifestations de masse de l'histoire des États-Unis contre le racisme impérialiste ont eu un impact et une influence sur le Brésil avec d'importantes manifestations contre le gouvernement réactionnaire de Bolsonaro, Mourão et des militaires. Et aussi à cause de la situation tragique de la pandémie qui fait déjà de notre pays le champion des morts et des contaminés avec une immense majorité de Noirs. On a été des milliers à descendre dans les rues, y compris avec des supporters de football, lors des manifestations antifascistes et antiracistes. On a crié ensemble pour Jean Pedro et tant d'autres assassinés par la police. On a crié que les vies des Noirs comptent. Quand j'ai vu la vidéo de cette fille noire aux États-Unis qui criait « Pas de justice, pas de paix », j'ai pensé à la situation de toutes les mères au Brésil qui perdent leurs enfants sous les balles de la police, du travail précaire, du coronavirus ou même de l'exploitation capitaliste brutale, à tous ceux à qui on a volé depuis qu'ils sont enfants le droit de vivre et de décider de leur avenir, comme le petit Miguel de 5 ans, qui pendant que sa mère employée domestique promenait le chien de sa patronne, ce garçon a été abandonné par cette même patronne, tout seul dans l'ascenseur et a fini par tomber du bâtiment. Ça, c'est un symbole de l'héritage de l'esclavage dans la vie des femmes noires et de la douleur qu'elles vivent chaque jour au Brésil. Ces tragédies capitalistes ont lieu sous le gouvernement de Bolsonaro, un président qui n'a fait que nier les dangers de la pandémie et qui est lui-même contaminé aujourd'hui. Un gouvernement qui est l'expression la plus fasciste du régime politique hérité du coup d'État institutionnel de 2016. Un coup d'État orchestré par le système judiciaire aristocratique et raciste qui a organisé des opérations politiques pour changer de gouvernement contre la volonté populaire, comme on l'a vu avec l'arrestation arbitraire de Lula. Un autoritarisme judiciaire raciste qui emprisonne massivement les Noirs et qui s'était déjà renforcé pendant les gouvernements du PT. Aujourd'hui, on subit un régime politique avec l'ultra-néolibéral Paulo Guedes qui privatise et mène des réformes contre les travailleurs, qui précarisent la vie des Noirs, un parlement rempli de partis qui vendent leur vote contre des avantages, des policiers racistes qui organisent des milices pour assassiner les jeunes noirs, qui criminalisent la pauvreté sous prétexte de la guerre contre la drogue. C'est pour ça que nous continuons à exiger de toutes nos forces une enquête indépendante pour que justice soit rendue à Marielle Franco, conseillère du PSOL, noire et lesbienne, qui a été brutalement assassinée. Et nous ne pouvons que dénoncer ce régime sous les protections des forces armées qui restent impunis pour leurs crimes pendant la dictature, avec Mourão à la vice-présidence. Pour toutes ces raisons, nous nous battons pour renverser Bolsonaro et Mourão, mais aussi tout ce régime pourri, car nous savons que les procédés institutionnels comme la destitution ne nous servent à rien. C'est pourquoi nous nous battons pour une assemblée constituante libre et souveraine qui ne remplace pas seulement les joueurs, mais aussi les règles du jeu, en ouvrant la voie à une véritable souveraineté populaire qui puisse décider des grands problèmes des masses travailleuses. Dans ce processus, nous revendiquons l'auto-organisation des travailleurs pour lutter pour un gouvernement des travailleurs en rupture avec le capitalisme, ce système misérable qui utilise le racisme et le patriarcat pour engendrer encore plus de précarité, de violence et de misère pour les femmes et les Noirs. La lutte des Noirs doit être une lutte contre l'exploitation capitaliste. Mais il faut dire aussi que si la lutte aux États-Unis a eu un impact sur les jeunes et les travailleurs d'ici, les syndicats, et en particulier le PT, par son poids dans les syndicats comme la CUT, ont agi pour diviser les luttes et appeler les travailleurs à rester chez eux, sous prétexte de la pandémie, en actant une trêve avec le gouvernement de Bolsonaro, au moment même où les livreurs de tout le pays se sont mobilisés, avec la grève de milliers de jeunes de Rappi, iFood, Uber Eats, une majorité de Noirs. Cet attentisme électoral et le boycott des luttes dans les syndicats ne sont qu'une expression supplémentaire de la politique d'un parti comme le PT qui a fait place à la droite dans ses gouvernements, en engageant des plans d'austérité, en faisant des alliances avec l'agrobusiness et l'église évangéliste. On a vu aussi une augmentation exponentielle de la sous-traitance qui est passée de 4 à 12 millions d'emplois au cours des gouvernements du PT, et le massacre du peuple d'Haïti avec les troupes de l'ONU dirigées par le Brésil. C'est pourquoi le réformisme et toutes ses variantes sont incapables de mettre fin à l'oppression des Noirs et des femmes parce que ce qu'ils veulent, c'est administrer le capitalisme. Les fronts larges qui commencent à se dessiner, allant jusqu'à rassembler des secteurs du PSOL avec des putschistes et des patrons, donnent un avant-goût de la défaite qui s'annonce. L'unité dont nous avons besoin, c'est celle de la classe ouvrière, qui compte une majorité de femmes et de noirs, aux côtés de nos frères exploités blancs, indigènes, LGBT et migrants. Comme le disait Léon Trotsky, pour être révolutionnaire, il faut regarder la vie à travers les yeux des femmes.
En ces temps de colère des Noirs et de violences racistes et patriarcales brutales, je vous invite toutes et tous à regarder la vie à travers le regard puissant des femmes noires qui, partout dans le monde, n'ont rien d'autre à perdre que leur chaîne. Bien maintenant, comme nous l'a dit Nicolas, Marcelo Pablito Santos, membre du syndicat des travailleurs non enseignants de l'Université de Sao Paulo, leader du MRT et fondateur du groupe Quilombo Vermelho, on l'écoute maintenant. Boa tarde, companheiras e companheiros. Nas últimas semanas, acompanhei a luta dos entregadores de aplicativo aqui no Brasil. Ces dernières semaines, j'ai suivi la lutte des travailleurs précaires des plateformes numériques ici au Brésil. Et l'un d'entre eux disait « Vous vous imaginez de travailler en distribuant de la nourriture sans avoir rien à manger ?» Voilà la soi-disant modernisation des relations de travail défendue par Bolsonaro et ses réformes. Non, ce n'est pas de la modernisation, ça s'appelle le capitalisme. Et c'est aussi l'héritage esclavagiste qui a fait que l'écrasante majorité de ces jeunes ici au Brésil soient des Noirs. C'est pour ça que dans leurs actions, nous entendons aussi « les vies des Noirs comptent ». Comprendre ce qui a été l'esclavage nous donne plus de raisons pour lutter contre le capitalisme. Ce système misérable qui utilise le racisme pour nous exploiter encore plus. À l'aide d'arguments religieux et pseudo-scientifiques, la bourgeoisie a cherché à justifier la soi-disant infériorité de millions de personnes selon des caractéristiques physiques. Tout ça pour permettre ce que Marx définissait comme l'un des piliers fondamentaux de l'accumulation primitive du capital. Et qui a été aussi une des grandes atrocités de l'histoire de l'humanité, l'esclavage de 12 millions d'Africains. Au Brésil, l'esclavage a été aboli en 1888. Et on nous apprend à l'école que ça a été l'œuvre d'une princesse pour occulter la lutte du peuple noir. Mais notre histoire est celle des quilombos, des zombies de Palmarès, de la révolte de Chibatas, des ouvriers qui défendaient l'unité des Noirs et des Blancs au sein des syndicats. C'est l'histoire d'un peuple qui dit encore aujourd'hui « nous ferons Palmarès de nouveau ». Le racisme moderne s'accentue avec l'exploitation capitaliste, encore plus au Brésil qui est le plus grand pays noir hors d'Afrique, où tous les gouvernements ont maintenu les Noirs mais aussi les indigènes, les migrants et les gens du nord-est du pays dans les pires conditions de vie. Comme dans les États-Unis, ici au Brésil ont été votées quelques lois de discrimination positive. Mais ça n'a pas changé la réalité de 31 millions de personnes qui n'ont pas accès à la santé. Celle de 13 millions qui vivent dans les favelas et qui sont pour la plupart des Noirs. Le PT de Lula, qui a voté des lois de quotas raciaux, a aussi mené des attaques contre les retraites dans les États où il gouverne. C'est pour ça que nous nous battons pour les droits du peuple noir. Mais notre objectif n'est pas que les Noirs puissent faire partie de la bourgeoisie ou des classes moyennes alors que la majorité de notre peuple vit dans la misère. C'est pour ça que nous luttons contre le racisme de façon inséparable de la lutte contre le capitalisme. Nous ne pouvons pas nous tromper dans cette lutte. La police qui appuie son genou sur le cou du peuple noir n'est pas notre allié. C'est une grande erreur que des courants de la gauche ici au Brésil, comme le PSOL ou le PSTU, considèrent les policiers comme des travailleurs qui devraient intégrer les syndicats. Et quand tous les jours dans les favelas, des milliers de jeunes sont assassinés par la même police qui organise les milices qui sont la base de Bolsonaro. Il faut faire au Brésil, comme les travailleurs en grève aux États-Unis qui ont existé, l'expulsion des policiers de tous les syndicats. Comme le disait C.R.L. James, le seul endroit où les Noirs ne sont pas rébellés, c'est dans les livres d'histoire des capitalistes. C'est pour ça qu'il faut récupérer l'histoire du mouvement révolutionnaire international depuis l'époque de la première internationale de Karl Marx qui a soutenu la lutte contre l'esclavage, comme lors de la guerre civile aux États-Unis, contre le racisme et en défense des luttes anticoloniales comme en Chine ou en Inde. Nous devons récupérer les luttes de la troisième internationale avant sa dégénérescence stalinienne, quand elle défendait avec toutes ses forces l'égalité salariale entre noirs et blancs. Et les batailles de la 4e internationale, quand Trotsky disait que les travailleurs noirs conscients sont convoqués par l'histoire pour prendre part dans l'avant-garde de la classe ouvrière. Ces batailles sont plus actuelles que jamais.
Contre tous les impérialismes et leurs spoliations sans limite, il nous faut unir la classe de tous les peuples du monde. Unifier la classe ouvrière sans frontières en lutte pour construire de puissants partis révolutionnaires dans la perspective de la reconstruction de la 4e internationale. Myriam, nous avons entendu nos camarades du Brésil. Maintenant, nous avons reçu les salutations des forces qui appartiennent au Frente de Izquierda Unidad, au même titre que notre parti, le PTS. Nous allons écouter Celeste Fierro du MST, Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Camarades, je tiens à vous transmettre les salutations de mes camarades du MST en Argentine et de la Ligue socialiste internationale à l'occasion de cet événement international. Dans cette période d'exacerbation de la crise capitaliste, résultat de la pandémie, la réponse des gouvernements est de continuer à appliquer l'austérité et à exploiter les travailleurs, les jeunes et les peuples en général. Mais la réponse à ces politiques répressives, racistes et anti-ouvrières est la résistance de celles et ceux qui se mobilisent dans différents pays, partout dans le monde. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir et de coordonner chacune de ces luttes par ceux et celles d'entre nous qui construisent des organisations politiques révolutionnaires et anticapitalistes pour intervenir dans cette situation. Camarades, nos salutations et bonne chance pour cet événement. Au nom de Izquierda Socialista, membre de l'Unité internationale des travailleurs qui édite la revue Correspondencia Internacional, nous envoyons nos salutations au meeting internationaliste des camarades de la fraction trotskiste, de la Izquierda Diario, du PTS argentin. Nous prenons tous part dans le monde à la lutte contre la pandémie du coronavirus et la pandémie de faim, de misère, de pauvreté qu'imposent les gouvernements en s'appuyant sur la bureaucratie syndicale. Nous prenons également part à la révolte qui refuse tout cela, comme la révolte antiraciste qui a acculé Donald Trump, mais aussi tant d'autres expressions de lutte. Nous appelons à lutter pour que les capitalistes paient la crise, pas les travailleurs, pour un plan d'urgence qui se fonde sur le refus de payer la dette externe et sur un impôt sur les grands groupes économiques, les banques et les multinationales, pour un mouvement mondial de la gauche anticapitaliste, socialiste, qui lutte pour tout cela. Salutations à votre événement au nom de la Izquierda Socialista, membre du Frente de Izquierda Unidad. Bien Nico, et maintenant on va avoir un salut depuis la Araucanía du sud du Chili, la terre des communautés mapuches, Camila Delgado, référente du PTR dans cette région et de la Izquierda Diario de Chile également. Desde Temuco, el sur de Chile, les mando un gran saludo internacionalista a todas y todos ustedes. De Temuco, dans le sud du Chili, je vous envoie une grande salutation internationaliste à tous. Je vis dans la région de l'Araucanía, territoire et épicentre de la résistance du peuple mapuche. Ici, la violence policière est systématique, les territoires sont militarisés et les militants sont régulièrement assassinés. Nous n'oublierons jamais que les gouvernements de droite et les gouvernements dits progressistes sont tous deux responsables. L'impunité de la police a été l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes rebellés en octobre, où le drapeau mapuche flottait au-dessus de chaque manifestation. À Temuco, nous avons également renversé plusieurs statues et symboles colonialistes, comme cela se produit aujourd'hui dans d'autres pays. Ici, il est clair que les ennemis de la lutte pour le droit à l'autodétermination nationale et territoriale des peuples opprimés sont les monopoles forestiers, les latifundistas, les capitalistes et leurs forces répressives. Pour mettre fin à l'oppression, ils doivent être vaincus. Mais ce n'est pas une tâche facile. Nous avons vu dans les rues la force de la classe ouvrière, de la jeunesse et des personnes mobilisées. C'est pourquoi nous avons renvoyé le gouvernement Piñera dans les cordes. Et nous avons aussi vu comment les partis réformistes et la bureaucratie syndicale ont empêché la chute de ce gouvernement. Celui-là même qui nous a conduit aujourd'hui à une catastrophe sanitaire et sociale sans précédent. Celui-là même qui enferme 2000 prisonniers de la rébellion et laisse les Mapuches en grève de la faim aujourd'hui.
Nous exigeons leur libération maintenant. La lutte pour forger l'alliance entre les travailleurs, les Mapuches et les jeunes, nous la partageons avec nos camarades du PTS de l'autre côté de la cordillère. L'exemple des travailleurs de Zanon, qui ont forgé une profonde unité avec la communauté Mapuche de cette province, est une grande source d'inspiration. Pour aider à forger cette alliance et à vaincre ceux qui soutiennent un gouvernement criminel, il est urgent que nous prenions des mesures pour construire un parti révolutionnaire de la classe ouvrière, une nouvelle gauche anticapitaliste et révolutionnaire. C'est un débat que nous ouvrons avec des centaines de camarades avec lesquels nous continuons à promouvoir des expériences communes d'auto-organisation, comme le comité d'urgence et de secours à Antofagasta, le comité de santé et sécurité de l'hôpital Barros Luco, ou l'Assemblée du peuple elle-même à Temuco. Parce que des millions d'entre nous se sont réveillés dans le monde entier, la tâche consiste aujourd'hui à surmonter et à terminer ce que nous avons commencé. Une véritable étreinte de lutte et d'internationalisme. Alors Myriam, nous continuons en Amérique latine et après le Chili, nous allons en Bolivie et nous allons écouter à Carlos Cornejo qui fait partie de cette jeunesse aymara qui s'est soulevée à El Alto en résistant au coup d'État l'année dernière. Carlos est journaliste à la Izquierda Diario en Bolivie et membre de la Ligue ouvrière révolutionnaire pour la 4e internationale. Nous allons l'écouter. Depuis la Bolivie, nous envoyons nos salutations au meeting international et à tous ceux qui se mobilisent contre le racisme et les violences policières. Nous le faisons à un moment où le système de santé de notre pays s'est effondré, où des personnes meurent dans les rues et aux portes des hôpitaux. Les familles doivent parfois garder les cadavres chez elles pendant 8 jours, tandis que le gouvernement putschiste et raciste de Agnès maintient une politique de privatisation de la santé. Depuis la LORCI, nous luttons pour la dissolution des forces répressives, pour que cet argent soit mis au service des besoins des travailleuses et travailleurs, et notamment les travailleurs de la santé, qui à cause du manque de sécurité ont perdu de nombreux collègues. Nous envoyons nos salutations aux mobilisations Black Lives Matter aux États-Unis et à tous ceux qui luttent contre la répression de l'État. Leur lutte est notre lutte. En Bolivie, le coup d'État raciste et patronal a fait des dizaines de morts, de blessés et de torturés. Des groupes fascistes et religieux ont participé à la répression, tabassant des femmes, des paysans indigènes, exprimant ainsi le racisme brutal qui est constitutif des classes dominantes et de leurs appareils de répression. Dans ce cadre, les mobilisations contre la répression policière aux États-Unis nous donnent de la force pour lutter contre le bloc putschiste, car le même gouvernement impérialiste qui a assassiné George Floyd a impulsé le coup d'État en Bolivie avec l'OEA et Trump au service du capital bancaire, financier et agro-industriel dans lequel s'enracine la droite en Bolivie. Les indigènes, nous sommes fiers d'être indigènes, mais nous sommes les travailleurs les plus précaires, ceux qui travaillent dans le nettoyage, dans le bâtiment, qui cumulent plusieurs emplois. Cette situation n'a pas changé, malgré les politiques culturalistes mises en place par Evo Morales et le MAS pendant 14 ans de gouvernement. Ils pensaient qu'en négociant avec les capitalistes, on pouvait mettre fin à la violence raciste et atteindre le socialisme. Cette stratégie a montré son échec le 10 novembre. Nous, les socialistes, nous considérons que le racisme ne peut pas se négocier avec les racistes, mais doit être combattu dans la rue, comme l'ont bien montré les millions de personnes qui manifestent aux États-Unis et dans le monde. Nous saluons tous ceux qui luttent pour défendre la liberté des prisonniers politiques et s'opposent au racisme aux États-Unis, en Bolivie et dans le monde. Ceux qui travaillent à l'auto-organisation indépendante pour faire face aux gouvernements qui veulent nous faire payer la crise. Les vies des travailleurs comptent et nous devons construire une grande organisation internationale des travailleurs pour lutter contre les capitalistes et leurs États qui nous exploitent et qui nous oppriment. Pour toutes ces raisons, vive la 4e internationale. Bien Nicolas, pour commencer la partie finale et centrale de ce meeting, nous allons entendre des camarades des États-Unis. Ouais, et nous allons commencer depuis New York avec Mike Pappas, médecin, fondateur du comité de travailleurs de la santé de l'hôpital Mont Sinai et membre de Left Voice.
Hi comrades, my name is Mike Pappas. I'm a physician in New York City and member of Bonjour camarades, je suis Mike Pappas, docteur à New York et militant de Left Voice. Quand je suis rentré en école de médecine, je voulais être docteur pour aider les gens. Mais qu'est-ce que je fais quand je m'occupe d'un patient en détresse respiratoire pendant l'épidémie et que celui-ci me demande « Qui va payer pour tout ça ?» Un autre patient que j'ai reçu avec 45 ans a pris un rendez-vous spécialement pour parler du Covid-19. Il était très inquiet car son père âgé avec qui il vivait et dont il s'occupait avait de nombreuses maladies chroniques qu'il menaçait de mourir s'il était atteint du Covid. Il m'a dit « J'ai peur de ramener le Covid à la maison et de tuer mon père. » Mais il devait aller au travail pour payer son loyer et subvenir à ses besoins. L'ultimatum du capitalisme américain est le suivant. Travaille et risque ta santé, ne travaille pas et risque ta survie. C'est la situation de millions de travailleurs essentiels aux États-Unis qui travaillent dans des entrepôts, dans la livraison, le transport, les abattoirs, les hôpitaux ou l'agriculture. Ces travailleurs sont en grande partie noirs, métis, asiatiques et sans papier. Les membres de la communauté noire sont les plus touchés par la brutalité du racisme policier, les incarcérations de masse, le chômage, la précarité du logement, la population, et ont 2 fois plus de chances de mourir du coronavirus. Le Covid-19 ne fait que révéler le racisme systémique qui a toujours été à la base du capitalisme américain, fondé sur l'esclavage. Ces dernières semaines, nous avons assisté à ce soulèvement contre la pandémie à l'intérieur de la pandémie, le racisme systémique et les meurtres policiers qui tuent chaque année 1000 personnes dans l'impunité. La classe dominante a besoin de la répression raciste de la police. Celle-ci protège la propriété, pas les personnes. Et la classe dominante a besoin de plus que jamais pour maintenir l'ordre économique en place. Les mobilisations de masse suite au meurtre de George Floyd ont transformé le paysage politique. Nous, travailleurs de la santé, avons condamné la terreur policière et rejoint les manifestations. Nous avons vu les violences policières augmenter alors que les gens se soulevaient. J'ai été arrêté illégalement par la police alors que je faisais un travail bénévole de street medic. La gestion catastrophique de la pandémie par Trump a été suivie par la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. Le gouvernement a battu tous les records avec leurs aides aux grandes entreprises, dont seule une petite partie a été utilisée pour réduire l'impact sur l'emploi et le salaire des travailleurs. Près de 20 millions de personnes restent au chômage après la réouverture. Et la plupart d'entre eux se retrouvent du coup sans accès à la santé. Alors que les travailleurs de la santé sacrifient littéralement leur vie en première ligne pour soigner les patients atteints du Covid, souvent avec des pénuries de matériel, les républicains priorisent l'économie en renvoyant les travailleurs mourir sur leur lieu de travail. Cela montre à quel point le gouvernement ne s'intéresse qu'aux intérêts de Wall Street, en cherchant désespérément à faire rebondir l'économie. Mais nous, travailleurs, sommes ceux qui payons le prix de tout ça de nos vies. Franchement, les démocrates ne sont pas mieux. Pendant que Trump déploie une rhétorique raciste chaque fois qu'il ouvre la bouche, les gouverneurs et maires démocrates ont donné le champ libre à leur police pour réprimer les manifs. La brutale répression qui a conduit à mon arrestation a eu lieu avec le soutien d'un maire démocrate et d'un gouverneur démocrate. Les démocrates au Congrès ou les démocrates en campagne lancent de belles promesses aux manifestants, mais sont tout aussi responsables du maintien de ce système d'oppression et d'inégalité qui perpétue la pauvreté, le racisme et la violence policière. Trump a intensifié les attaques contre les migrants. Il s'est vanté de construire un mur à la frontière du Mexique et d'enfermer des enfants dans des cages, tout en bloquant l'arrivée de réfugiés d'Amérique centrale au travers d'un accord avec le président mexicain López Obrador. Biden et Trump reprochent à la crise économique et la pandémie. Ils reprochent aussi aux travailleurs mexicains les bas niveaux de salaire. Évidemment, le gouvernement chinois n'est pas un ami des travailleurs, comme le montre la répression des manifestants à Hong Kong. Mais ce que les démocrates et les républicains cachent, c'est que ce sont les capitalistes américains, appuyés par le gouvernement, qui maintiennent les salaires à des bas niveaux et imposent des conditions de travail précaires. Dans les pages de Left Voice, qui est membre du réseau international La Izquierda Diario, et avec toutes les organisations qui tiennent ces journaux, nous avons mis en avant un programme radicalement différent pour faire face à la pandémie. Nous avons soutenu des tests massifs, des équipements de protection pour tous, des aides aux salariés, l'interdiction des licenciements
et la nationalisation du système de santé sous contrôle des travailleurs, des comités de travailleurs, pour garantir notre propre sécurité. La classe ouvrière porte le poids de la pandémie et est la cible de la répression raciste de la police. Nous sommes la majorité de la population et nous sommes ceux qui faisons tourner toute la société. Ces 2 derniers mois, il y a eu une augmentation forte des grèves et des actions sur les lieux de travail. Les dockers ont fait fermer 29 ports sur la côte ouest en solidarité avec le mouvement contre la police. Les travailleurs manifestent non seulement pour travailler dans des bonnes conditions, mais aussi pour s'opposer au racisme policier. Car le pouvoir de bloquer l'économie est entre nos mains. Actuellement, nous assistons à un tournant à gauche de la situation politique, avec de nombreux syndicats qui se mobilisent contre le racisme et votent pour expulser les syndicats de police de leur fédération, la AFL-CIO. Le futur est fait de crises et de contradictions. Nous allons voir plus de soulèvements, plus de luttes de classe. Cela ouvrira des opportunités pour reprendre nos organisations, les syndicats qui ont été détournés par une bureaucratie qui lie nos destins aux intérêts du patron et veulent respecter leurs règles. C'est la base qui peut démocratiser et revitaliser nos syndicats en renversant les bureaucrates conservateurs. Il s'agit d'une tâche difficile, mais stratégique pour les socialistes aujourd'hui. Nous devons reprendre nos syndicats et les transformer en organisations pour la lutte de classe. Un enjeu central dans cette bataille est d'expulser les policiers de nos syndicats. Nous devons faire comme les militants de base du Conseil ouvrier du comté de MLK, du syndicat des écrivains, du syndicat des travailleurs de l'Université de New York qui ont soutenu cette initiative dans leur syndicat. Les policiers sont des ennemis de classe. Ils n'ont pas leur place dans la maison des travailleurs. Mais nous devons aller au-delà. Nous avons besoin d'un parti des travailleurs, de tous ceux qui subissent le racisme, indépendant des démocrates et républicains, un parti qui lutte pour le socialisme. Je ne peux qu'imaginer l'énorme différence que cela ferait si dans le climat politique actuel, il y avait un véritable parti révolutionnaire dans les rues aux côtés de la classe ouvrière. Avec les Voice, nous essayons d'aider à préparer le terrain pour qu'un tel parti émerge aux États-Unis. Un parti qui puisse mener la lutte pour une société où les ressources sont distribuées en fonction des besoins et non des profits, et où les prisons, la police pourront disparaître définitivement. Bien, merci Mike et Nicolas. On continue avec les États-Unis. On va maintenant écouter une brève salutation de Manny, un jeune homme de la communauté noire et membre de l'Assemblée du peuple, formé dans l'occupation qui s'est installé devant l'hôtel de ville de New York pour répudier, contester le budget de plusieurs millions de dollars que reçoit la police. Hi everyone, I'm Manny. Bonjour à tous, mon nom est Manny. Je vous parle depuis New York, en direct de l'occupation de l'hôtel de ville que nous avons surnommé ici le parc de l'abolition. Nous sommes sur une place depuis maintenant plus d'une semaine. Nous avons monté un espace pour accueillir tous les manifestants, tous ceux qui luttent contre le suprémacisme blanc, le racisme et les violences policières. Nous avons créé cet espace pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas notre chance. Et grâce à ça, nous essayons de construire l'alliance des personnes, des manifestants, des militants qui veulent lutter et répliquer face à la violence policière. Nous ne sommes pas ici juste pour définancer la police, mais pour l'abolir. Nous voulons mettre fin à la police et au système capitaliste qu'elle soutient. Nous sommes ici pour tous les opprimés dans le monde et pour la vie des Noirs ici aux États-Unis. Bon, Myriam, nous allons continuer avec la jeunesse, depuis les États-Unis à nouveau, depuis New York, avec Mariam Alaniz, étudiante, militante de Left Voice. Elle va s'adresser à nous dans ce grand événement. Je m'appelle Mariam Alaniz. J'ai 24 ans, je suis queer et fille d'immigrés iraniens. Je suis très fière de prendre la parole lors de ce meeting international aux côtés de révolutionnaires d'autres pays qui luttent contre la violence policière raciste et le système capitaliste.
En ce moment, aux États-Unis, nous sommes au milieu de ce qui est décrit comme le plus grand mouvement de l'histoire du pays. Des millions de personnes sont descendues dans la rue ces dernières semaines. Ces soulèvements sont dirigés par des jeunes noirs de classe populaire qui en ont assez du racisme et de la violence policière. Et ce mouvement est plein de jeunes. Des jeunes qui ont organisé la marche pour le climat ou jeunes qui ont protesté contre les centres de détention de migrants. Nous sommes des jeunes qui savent que le mouvement LGBT a été lancé par Stonewall, qui était une émeute. Et nous voulons nous battre pour une société où la vie des Noirs compte. Mais ce n'est pas que les jeunes aux États-Unis. L'année dernière, on a vu des jeunes Chiliens combattre la police dans les rues, ainsi que des jeunes en Iran et au Liban. Dans ces pays, les gens ne se battent pas seulement contre le gouvernement et leur propre police, mais aussi contre le poids de l'impérialisme américain. Dans des pays comme Cuba, Venezuela ou l'Iran où vit ma famille, les gens luttent chaque jour contre les sanctions oppressives et inhumaines des États-Unis. Dans le cadre du projet d'annexion de la Cisjordanie par Israël en Palestine, la police israélienne a récemment assassiné Ahmad Erakat, 27 ans, à un poste de contrôle de Cisjordanie. Lorsque nous nous battons contre la police ici, nous luttons contre le carnage de l'impérialisme partout. Les jeunes sont en première ligne de cette lutte en raison de nos propres expériences. Dans ma courte vie, j'ai déjà vécu 2 crises économiques. Au moment même où la pandémie a frappé, j'ai été licenciée comme des millions de travailleurs à travers le pays. Aux États-Unis, plus de 20% des jeunes âgés de 16 à 24 ans sont actuellement au chômage. Et parmi les jeunes noirs, le taux de chômage est près de 30%. Parmi la communauté latino, en particulier les Mexicains et les Centra-Américains, le taux de chômage est de 37%. Les dettes d'études que nous ne rembourserons jamais sapent nos espoirs pour l'avenir. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre qu'une crise climatique se profile vers l'horizon, menaçant notre avenir. Il n'est pas étonnant que nous nous tournions vers le socialisme et que nous prenions la rue. Aux États-Unis, l'image de George Floyd, implorant pour sa vie sous le poids de la brutalité policière, a allumé une étincelle pour des millions de personnes. Depuis près de 2 mois, maintenant, nous sommes confrontés à l'État nuit après nuit. Alors que la classe dirigeante nous jette des miettes pitoyables, il est clair que nous ne pouvons pas réformer le système qui tue les Noirs, empêche l'accès aux services publics pour les communautés opprimées et les emplois de la classe ouvrière. Tout le système de maintien de l'ordre doit disparaître. Nous devons abolir complètement la police. Mais cela nécessite plus que des réductions budgétaires. Il faut mettre fin à un système capitaliste qui a besoin de la police pour protéger l'énorme richesse de gens comme Jeff Bezos. Ces 2 dernières semaines, une occupation devant l'hôtel de ville de New York a rassemblé de nombreux jeunes qui ont résisté au couvre-feu et se sont affrontés au gaz lacrymo, aux balles de flashball dans une ville dirigée par les démocrates. À Seattle, les jeunes ont non seulement pris possession d'un parc, mais aussi d'un commissariat de police, organisant le Capitol Hill Occupied Protest, un quartier géré démocratiquement par des manifestants sans flics. Mais les mouvements sociaux seuls ne suffiront jamais. Les soulèvements passés, tels que la première vague de manifestations Black Lives Matter, Occupy Wall Street et les manifestations anti-mondialisation des années 90, nous ont inspirés, mais nous ont également appris que nous devons aller plus loin pour changer de manière significative le système du capitalisme mondial. Si nous voulons éviter la cooptation, la fatigue ou la démoralisation que tant d'autres mouvements ont connues, nous devons imaginer les étapes nécessaires pour que le mouvement se radicalise, se répande et adopte une perspective révolutionnaire au-delà de nos zones autonomes. Pour ça, nous devons comprendre que pour gagner la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, nous devons nous joindre à la classe ouvrière. Elle seule a le pouvoir d'arrêter les rouages de la production capitaliste. Mais nous ne pouvons pas combattre le capitalisme depuis l'intérieur d'un parti capitaliste. Le Parti démocrate essaie une fois de plus de jouer le rôle de cimetière pour nos luttes. Les jeunes mobilisés dans les rues aujourd'hui, les jeunes qui se considèrent socialistes, doivent défier la politique cynique du moindre mal qui appelle à voter pour les démocrates, prétendument progressistes. L'avenir nous appartient et nous voulons plus. Nous voulons nos propres candidats socialistes, véritablement représentatifs des travailleurs et des jeunes qui descendent dans la rue. Nous voulons des soins de santé publics et universels, des universités publiques et gratuites, des logements pour tous. La suppression de la police, l'abolition de l'ICE, c'est-à-dire du contrôle de l'immigration, et l'ouverture des frontières, l'émancipation totale des Noirs, des femmes,
des droits pour les sans-papiers, la libération des homosexuels et la sauvegarde de la planète de la catastrophe climatique. Il est nécessaire de faire face au pouvoir des super riches qui sont parmi les plus riches de toute la planète grâce au capital financier et à l'exploitation de la classe ouvrière dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un parti ouvrier, indépendant, révolutionnaire, qui lutte pour le socialisme. Un parti capable de coordonner ses efforts au niveau national et international. Contre les flics, les militaires, les frontières, les sanctions et les bombes. Le Parti démocrate, même sous l'aile progressiste de Bernie Sanders, ne sera jamais ce parti. Donc tous les jeunes qui se tournent vers le socialisme, qui sont en colère contre l'establishment politique et qui pensent que nous devrions défaire et abolir la police, tous ceux qui sont organisés dans groupes comme DSA doivent rompre avec le Parti démocrate maintenant et nous devons travailler ensemble avec toutes nos ressources pour construire un parti socialiste révolutionnaire indépendant. Il est indéniable que nous vivons un moment historique. Notre génération ne fait plus confiance aux flics, aux partis capitalistes ou au statu quo. De plus en plus, les gens rejettent l'idée que la révolution est impossible. En ce moment même, la jeunesse noire de la classe ouvrière montre la voie. Les jeunes Américains radicaux et les étudiants comme moi ont été à l'avant-garde des luttes inspirantes dans le passé. Des sittings pendant le mouvement des droits civiques au soulèvement étudiant contre la guerre du Vietnam, nous avons été à l'avant-garde. Mais un soulèvement ne suffit pas. Nous devons nous battre pour écraser le système capitaliste une fois pour toutes. Sous ce nouveau réveil politique, nous avons la tâche historique de nous unir et de unir ce mouvement à la classe ouvrière révolutionnaire. Nous sommes fiers de l'héritage de Marx, de Lénine, de Trotsky et de Luxembourg. Nous voulons insuffler une nouvelle énergie au mouvement ouvrier. Un avenir socialiste se profile à l'horizon et nous sommes ici pour le défendre. Bien, pour clôturer cet événement, nous nous rendons sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles, où Julia Wallace, militante antiraciste de la communauté noire, trotskiste depuis 20 ans et membre de Left Voice. Écoutons Julia. My name is Julia Wallace. I have been an anti-racist activist. I'm a founding member. Je m'appelle Julia Wallace. Je suis une militante antiraciste et je suis membre fondatrice de Left Voice et j'ai été trotskiste depuis 2 décennies. J'ai grandi dans un quartier ouvrier noir de Los Angeles et ma mère était une enseignante dans les écoles de la liberté au sein de la section de Californie du Sud du Black Panther Party for Self-Defense. Comme tant d'autres Noirs aux États-Unis, j'ai été confrontée au racisme et à la violence de la police. Et aujourd'hui, je suis tellement inspirée de voir tant de jeunes Noirs dans les rues, avec des millions d'autres, se battre contre la brutalité policière et le racisme systémique. Au cours des 100 derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans 2500 villes du monde entier et aux États-Unis. Elles ont été menées par de jeunes Noirs et de jeunes métis en situation précaire. Ils ont scandé des slogans tels que Black Lives Matter et Abolish the Police. Ils n'ont pas cessé de contester le racisme de ce système et la corruption de la police. La police a été une force d'occupation raciste, corrompue et meurtrière dans les communautés noires. Ils ont torturé, battu et tué de jeunes Noirs et de jeunes métis. Elle a humilié et attaqué les personnes trans. Elle a attaqué les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ainsi que les jeunes sans-abri. C'est le cas d'Derek Chauvin, le flic raciste et sadique qui a souri en assassinant George Floyd, l'étouffant en plein jour pour que le monde entier puisse le voir. Il pensait pouvoir s'en tirer. Mais au lieu de ça, une fureur s'est déchaînée.
La colère a explosé, non seulement contre la police de Minneapolis, mais contre la police du monde entier. Des reliques de l'esclavage ont été démolies devant des foules de jeunes qui les acclamaient. Des commissariats de police ont été rasés, des voitures de police brûlées, des magasins comme Target incendiés avec un soutien massif. Des pâtés de maisons et des rues ont été prises et occupées. Le meurtre de George Floyd a déclenché une fureur qui n'avait pas été vue depuis des décennies, non seulement contre son meurtre, mais aussi contre la pandémie et la crise économique. Autant de problèmes que le capitalisme ne peut résoudre. La police ne peut pas être réformée. Le capitalisme américain est raciste dans son essence, car il a été fondé sur l'esclavage, le trafic et le rapt de la main-d'œuvre africaine au profit de l'industrie du coton, au profit de la plus grande industrie, l'industrie anglaise. Comme l'a dit Marx, sans esclavage, il n'y aurait pas de coton, sans coton, il n'y aurait pas d'industrie moderne. Dès les débuts du pays, les capitalistes américains et les propriétaires d'esclaves ont pris toutes les mesures possibles pour maintenir la division des classes ouvrières et leur empêcher de se révolter ensemble. De la création de patrouilles d'esclaves à la police, en passant par l'institutionnalisation du racisme dans leurs lois. Ils ont brutalisé et exploité les travailleurs esclaves noirs. Les Noirs travaillent dans les champs, rendant les capitalistes américains et les propriétaires d'esclaves très riches. Lorsque l'esclavage a été aboli, ils ont créé Jim Crow. Quand Jim Crow a été sapé par le mouvement des droits civiques, ils ont créé d'autres lois pour marginaliser et attaquer les Noirs. Cela signifiait que la police avait un but. Attaquer les Noirs et maintenir la propriété privée. Les travailleurs blancs étaient payés pour leur respect des privilèges et intimidés par ces mêmes dirigeants s'ils résistaient. Le but des capitalistes était d'empêcher les pauvres, les exploiter, les autres opprimés de se rassembler. Aujourd'hui encore, les Noirs sont moins bien payés que les Blancs pour le même travail, ont des taux de chômage et de mal-logement plus élevés et sont tués par la police. Le racisme imprègne tous les aspects de la société. Pourtant, il existe de nombreux exemples de Noirs, de Blancs et d'autres ethnies qui luttent ensemble contre le racisme. La lutte multiethnique qui se déroule aujourd'hui est le pire cauchemar de la bourgeoisie américaine. Les démocrates et les républicains cherchent tous deux à réprimer ce mouvement, mais ils ont des stratégies différentes pour y parvenir. Les républicains, sous Trump, ont ouvertement embrassé les suprématistes blancs avec la rhétorique la plus violente et la plus fanatique. Trump a fait appel à la garde nationale et à l'armée pour réprimer les protestations. Il a ensuite menacé « S'ils commencent à piller, nous commencerons à tirer », citant un chef de police raciste de l'époque des droits civiques. Au lieu de ça, les manifestants ont fait preuve d'encore plus d'audace, forçant Trump à se replier dans son bunker comme le lâche qu'il est en réalité. Sa rhétorique renforce malgré tout les suprématistes blancs qui ont continué à attaquer et à assassiner les manifestants en même temps que le fait la police. La stratégie des démocrates, de l'autre côté, a été la promesse et la cooptation. Ils tentent de dissimuler leurs années d'attaque contre la communauté noire. Les démocrates ont contribué à faciliter les taux massifs d'incarcération, de gentrification et ont protégé des policiers meurtriers comme Derek Chauvin qui a assassiné George Floyd. Sous les gouvernements Clinton et Obama, les Noirs ont subi des expulsions, des saisies et des attaques sans précédent. Aujourd'hui, les démocrates sont agenouillés sur le sol du Congrès, drapés dans un tissu kenté, et ils prétendent soutenir le mouvement. Mais pendant ce temps, à la nuit tombée, ils lancent des gaz lacrymaux sur les manifestants et les battent dans la rue. L'espoir présidentiel et l'ancien vice-président Joe Biden a déclaré au mouvement Black Lives Matter que la police devrait tirer sur les Noirs dans les jambes plutôt que dans le cœur. Quel clown raciste. C'est pour ça que la bureaucratie syndicale, les ONG et les associations à but non lucratif se préparent à faire campagne. Nous ne nous laisserons pas acheter par de faibles concessions pour cautionner notre propre oppression. Aucun des deux partis capitalistes ne peut résoudre les problèmes de la crise, du racisme systémique ou de la brutalité policière.
Pour mettre fin au racisme systémique et à la brutalité policière, nous avons besoin d'une stratégie de libération. Nous avons besoin d'une stratégie qui combat à la fois le capitalisme et la police qui les défend. C'est ainsi que nous deviendrons libres, en nous organisant en tant que classe ouvrière. Comme la pandémie de coronavirus nous l'a montré, les patrons ne sont pas essentiels. La classe ouvrière, elle, est essentielle. Les travailleurs peuvent arrêter les rouages du capitalisme, mais plus encore, ils peuvent organiser toute la production et la reproduction au service de notre vie, à la place de leur profit. Les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou précaires, peuvent s'organiser et lutter contre le racisme sur nos lieux de travail et dans nos communautés, et contre l'exploitation des patrons. Nous devons également lutter contre la bureaucratie syndicale qui refuse de mobiliser nos rangs pour protéger nos emplois et nous défendre contre l'austérité imposée par les partis démocrates et républicains. Nous, la classe ouvrière et les opprimés, avons besoin d'un parti politique indépendant des capitalistes et impérialistes. Sans flics, sans patrons, sans bigots. Nous devons nous organiser politiquement dans les rues et sur les lieux de travail pour un parti qui représente nos intérêts. Construire un parti révolutionnaire au sein de la plus grande et de la plus dangereuse puissance impérialiste du monde est un énorme défi. Mais cela aurait des conséquences historiques. Ce défi est inséparable de la construction d'un parti international de la classe ouvrière, qui est pour nous la 4e internationale. C'est ainsi que Trotsky et les trotskistes américains du Parti socialiste ouvrier d'origine ont compris leur tâche à la fin des années 30. Notre organisation, la fraction trotskiste, ainsi que notre réseau de sites en ligne, La Izquierda Diario, que nous publions dans 14 pays différents, tentent de relever ce défi internationaliste. Nous sommes d'accord avec Trotsky, qui a défini les grandes lignes de la stratégie pour renverser le capitalisme et construire le socialisme à l'échelle internationale. Nous invitons tous les jeunes qui descendent dans la rue, les révolutionnaires, les militants noirs et métis qui luttent contre la brutalité policière, les travailleurs qui se soulèvent contre leur oppression capitaliste à reconstruire avec nous la 4e internationale. Le racisme, sous quelque forme qu'il soit, est l'ennemi de la classe ouvrière. Et les flics racistes violents sont un élément clé de l'exploitation capitaliste. Nous devons détruire le racisme et abolir la police avec la solidarité prolétarienne internationale et le militantisme. Nous poursuivons la lutte des révolutionnaires qui nous ont précédés pour construire un avenir socialiste. Alors que les capitalistes tremblent, parce qu'ils doivent avoir peur, parce que nous ne nous arrêterons pas pour rien de moins que la fin de la police, du capitalisme et de l'impérialisme. Pour un mouvement ouvrier international des opprimés, pour la révolution socialiste. Comme l'a dit Karl Marx dans le Manifeste communiste, et comme l'a écrit Assata Shakur, la révolutionnaire noire, nous n'avons rien à perdre à part nos chaînes, et nous avons un monde à gagner. Nous vous disons au revoir en vous remerciant tous pour votre participation. Et nous prévoyons déjà que nous nous reverrons fin août lors des activités internationales que nous préparons pour les 80 ans de l'assassinat de Léon Trotsky des mains d'un agent du stalinisme, pour discuter de l'actualité de ces idées à la lumière de l'actualité de la grave capitaliste que nous traversons. Bien, merci beaucoup. Nous voulons vous remercier tout particulièrement avec Nicolas pour avoir participé à ce meeting international. Et comme on vient de le dire, à bientôt. se retrouvera.